La cité céleste, vous le voyez, elle est clairement ordonnée avec son cortège de saints et de saintes placés sous l'égide de la Trinité qui veille justement à cet ordre et à cette harmonie. Et puis par contre, la cité terrestre, enfermée elle aussi par des murailles, mais menacée par des petits diablotins que vous ne voyez sans doute pas bien sur cette... Enfin, en tout cas, moi, je la vois beaucoup moins bien que vous, et donc je suis pas sûr qu'ils apparaissent, mais ils sont à la périphérie, en tout cas de l'enluminure. Ils ont sauté sur la reproduction. Donc cette cité terrestre, elle est à la fois cloisonnée, vous le voyez, ce qui en soi est évidemment une forme de désordre, et surtout, il règne la violence. Alors bon, évidemment, métaphoriquement ici, ce sont chacun des 7 registres, des 7 alvéoles, ce sont les vices et les vertus qui s'affrontent. Vous retrouvez là l'envie, la colère, l'avarice, la gourmandise, mais sans entrer dans le détail de chacune de ces petites scénettes, vous remarquez qu'à chaque fois, on se livre à diverses violences, on s'étripe, on s'insulte. Il y a à l'arrière-plan une scène de séduction qui est évidemment est assimilée à un viol. La malveillance, la médisance règne aussi, en particulier ici, où on voit des femmes en train de caqueter. Donc c'est clairement l'image que l'Église a souvent de la ville comme un monde dangereux, un monde instable. Alors en même temps, sous l'autorité de ces clercs, sous l'autorité de ces saints, la ville s'efforce d'intégrer toutes ces composantes. Vous connaissez peut-être cette enluminure qui est sans doute dans votre manuel, enfin qui est dans votre manuel si je ne me trompe pas, qui est tiré donc de la vie martyre de Saint-Denis, qui montre dans la partie supérieure le saint en train de prêcher devant un parterre de fidèles qui appartiennent à toutes les conditions. Il y a même un juif qui écoute la parole de Dieu et qui est reconnaissable à son chapeau tricorne ici. Et puis la partie inférieure que vous allez retrouver sur ce détail, qui représente le pont, un des ponts de Paris. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque. On peut imaginer que c'est le pont au change qui a été représenté ici. On voit précisément un certain nombre de groupes sociaux qui s'animent. Il y a là un portefeuille, il y a un orfèvre, il y a un marchand, il y a un batelier au premier plan, et puis un pauvre qui est en train de faire l'aumône et qui vous montre précisément que le discours de l'Église est un discours, et l'image du pont de ce point de vue est assez parlante, qui cherche finalement à assigner à chacun sa place au sein de la cité et à établir une sorte de lien social à travers précisément la charité, la caritas sur lequel je reviendrai, qui unit chaque composante, la caritas étant l'amour du prochain, avant d'être la charité au sens le plus élémentaire du terme, qui unit les diverses composantes de cette société urbaine. Et donc la question évidemment qui est posée, c'est de s'interroger pour savoir si la ville est effectivement un monde de menaces, de violences, de périls de toute nature, et comment les autorités finalement face à ces désordres agissent-elles. Alors il faut peut-être d'emblée rappeler que donc j'ai exclu de la présentation toutes les violences conjoncturelles, toutes les révoltes urbaines, toutes les émotions qui ne sont que pas forcément, et même en règle générale, pas des émotions de la misère stricto sensu, en tout cas qui intègrent d'autres facteurs et qui déchirent à intervalles réguliers les villes italiennes ou flamandes ou françaises, comme la Harel de Rouen, les Maillotins à Paris, les révoltes de Gand et bien sûr les nombreuses révoltes de Florence dont vous entendrez parler soit en cours, soit au cours du voyage, comme celle des Chiompi. De même que j'ai laissé de côté, un peu là d'ailleurs après avoir hésité, et pour des questions avant tout de temps, les marginaux que sont les marginaux spirituels, si on peut dire, les exclus que sont les hérétiques et les juifs, d'abord parce que c'est en soi un sujet, ensuite parce que normalement votre cours qui accorde une
place importante à la logique d'inclusion et d'exclusion qui est au cœur de la chrétienté médiévale, a dû les aborder déjà assez longuement, et puis que par ailleurs les associer mécaniquement à la criminalité, qui est quand même le fil conducteur de cette présentation, serait assez maladroit. Mais je répète, c'est surtout au bout du compte, pour des raisons pratiques, et il m'arrivera quand même, à un moment ou à un autre, d'évoquer ce qui est quand même une des grandes caractéristiques du Moyen-Âge central, c'est-à-dire l'apparition d'une société de persécution qui vise aussi bien les lépreux que les juifs, les prostituées que les hérétiques, les sorcières, que toute une vaste catégorie justement de marginaux. Alors, dans un premier temps, il faut évidemment réfléchir à ce dont il s'agit quand on aborde justement la marginalité. C'est un terme assez abstrait. Le Moyen-Âge n'aime pas les abstractions. Le mot n'existe pas au Moyen-Âge, donc on ne parle pas de marginaux dans les textes du Moyen-Âge. Et la définition que j'ai reprise ici, qui est tirée de ce qui est peut-être... C'est la seule indication bibliographique que je vous donnerai, l'ouvrage le plus commode pour ceux de vous qui auraient aimé ce sujet, en sachant qu'il est dans une petite collection de poche, récent, bien fait, illustré et fort peu onéreux, le livre de Jean-Pierre Leguet sur Pauvres et marginaux. La définition donc, que donne cet historien, palette d'individus hors du commun. Le fait qu'il soit hors du commun montre que d'emblée on exclut ce que par exemple en Italie on appelle le popolo minuto, qui sont des gens effectivement de petit état comme on dit au Moyen-Âge, mais qui sont d'une façon ou d'une autre intégrés dans l'ordre de la cité, différents des autres citadins par une absence de biens. Et évidemment il faudra commencer par cette réflexion autour de l'indigence, par une déficience physique ou mentale. J'avoue ne pas m'être attardé sur la place des fous dans la société médiévale, et elle n'est pas négligeable, mais c'est une des composantes, malgré tout, évidemment, de cette marginalité, par une attitude ou une activité méprisée, par leur mobilité géographique, et c'est le problème du pèlerin que j'évoquerai brièvement. Pas dans le mauvais sens. Voilà. Alors, il y a d'abord donc, si on se penche sur la question, la pauvreté matérielle, sachant que le terme de pauper en latin et en latin médiéval ne désigne pas stricto sensu le pauvre. L'antonyme, c'est-à-dire l'opposé de pauvre au sens médiéval du terme, c'est pas le riche, dives, mais c'est le puissant. Potens. Et ça veut dire que d'emblée, vous devez prendre en considération ce fait très important, que être pauvre, c'est sans doute être une question de ressources, mais c'est surtout et avant tout une question d'échéance morale, une question de vulnérabilité, une question précisément d'exclusion. Alors, un certain nombre de gens sont exclus parce que justement, ils mènent une vie fragile. C'est ce qui pour nous s'identifie justement à la pauvreté contemporaine. En marge des métiers, dans les catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas précisément de la sécurité qu'offre le cadre professionnel des métiers, puisque ne l'oubliez pas, les métiers constituent un corps, on parle de corps de métier. Vous avez tout un tas de travailleurs qui travaillent à la petite semaine, comme on dit aujourd'hui, qui sont des journaliers, des gagne-deniers, et ce sont les manœuvres, ce sont les journaliers, comme ceux que vous voyez sur ce chantier. À la moindre difficulté, à la moindre crise, évidemment, ils n'ont plus de travail. Et il est clair que cette population grossit sensiblement à partir des années 1330, dans ce long XIVe siècle qui se prolonge jusqu'au milieu du XVe siècle, en fait, qui est marqué par une grande dépression qui frappe l'Europe, que vous n'avez pas étudié, mais que vous rencontrerez par ses effets aussi à Florence au cours de votre voyage. Alors, à côté de ces indigents, il y a bien sûr tous les laissés pour compte de la vie, que sont les infirmes, les estropiés, les enfants orphelins,
les exposés, hein, comme on les appelle au Moyen-Âge, en raison des conditions de leur abandon aux portes des églises ou des hospices, et qui sont condamnés à être des batteurs de pavés qui vivent dans la rue dès leur enfance et qui mendient pour survivre, comme le montre ce célèbre tableau de Bruegel, qui est un peu plus tardif, mais on peut imaginer que les rues médiévales étaient pleines de ce genre de mendiants qui sont souvent, on peut douter que ce soit le cas sur ceux qu'on voit sur ce tableau, mais qui sont souvent de faux estropiés, des charlatans qui exploitent la candeur et qui, en raison justement de leur nombre non négligeable, brouillent un petit peu les frontières et expliquent que l'opinion, à la fin du Moyen-Âge, ait tendance, d'une certaine façon, à considérer que le pauvre est souvent un faux pauvre et que, de fait, on a plutôt à lui tourner le dos plutôt qu'à remplir sa sébille. Alors ces pauvres, combien sont-ils? C'est une question que les historiens ont le plus grand mal à trancher, sachant que les sources sont rares. Celles dont on dispose sont en général des sources fiscales qui permettent à certains moments de savoir qui paye des impôts et qui n'en paye pas, parce que ils sont considérés comme nil habens en latin, nihil, vous le voyez ici dans ce registre d'estime toulousain, c'est-à-dire dépourvus de ressources. Et si on reprend les données que fournit Philippe Wolff pour justement l'estime des fortunes, qui était un registre justement qui estimait la capacité fiscale de façon à asseoir ensuite le prélèvement de l'impôt dans la ville de Toulouse, c'est assez effarant, puisque pour une ville qui devait à l'époque compter dans les 25 000 habitants, il y a à peu près 5 000 chefs de feu, chefs de famille, et sur ces 5 000 chefs de famille, vous voyez qu'un peu plus de 2 000 seulement peut payer des impôts. Les autres, près de 3 000, donc plus de 60%, sont des marginaux financiers. Alors, est-ce que ça donne une indication du poids de la marginalité dans la ville médiévale? Non. On est à un moment de crise, ce chiffre est gonflé précisément par une pauvreté conjoncturelle très grande en ce début de XVe siècle. 20% serait sans doute un ordre de grandeur qui rendrait assez bien compte de l'importance de cette pauvreté. Est-ce qu'on peut, dans le cas de Toulouse, qui nous est présenté ici, faire une sorte de sociographie de la pauvreté? C'est pas évident. On voit bien, bon, Toulouse est constituée de 3 ensembles urbains, la vieille cité, la cité romaine, ici, qui porte encore la trace de son ancienne muraille, qui est le plus vieux quartier de la ville. Vous voyez qu'il y a à la fois sur ce... Oui, j'ai perdu la flèche. Je ne sais pas où elle est passée. Oui, voilà. Voilà. Vous avez à la fois sur ce grand axe marchand un certain nombre de paroisses ici où les riches sont assez nombreux, mais à vrai dire, globalement et à vue d'œil, c'est le quartier du Faubourg, ici, le Faubourg Saint-Cernin, qui est maintenant intégré dans les murailles de la ville, qui est le plus riche. Ce qui est assez logique. N'oubliez pas que les bourgeois, au départ, ce sont les habitants des faubourgs qui ont obtenu des privilèges, qui étaient ceux, justement, des habitants de la cité. Et que cette qualification juridique est devenue une qualification sociale progressivement, parce que c'est dans ces vieux bourgs que, finalement, se trouvaient les grandes fortunes marchandes. Par contre, ce qui est, à l'époque, le faubourg de développement le plus récent, Saint-Cyprien, sur la rive gauche, c'est le quartier d'expansion industrielle, on pourrait dire aujourd'hui. C'est là où se trouvent les artisans qui travaillent le cuir, les tanneurs, les messagers qui travaillent les peaux, les bouchers, et on voit bien que le niveau social est moins élevé. Donc il y a bien effectivement quelques contrastes sociaux, mais ils sont beaucoup moins importants en fait dans la ville selon les quartiers, mais ils sont beaucoup moins importants que
les contrastes qu'il peut y avoir au sein même de chaque quartier. La ségrégation se fait bloc d'habitation par bloc d'habitation, avec une juxtaposition dans le même quartier d'un bel hôtel particulier et puis de misérables bâtisses, de masures particulièrement inconfortables, quand on n'a pas un zonage vertical qu'on a souvent tendance à tort à associer à la révolution haussmannienne, alors qu'il existe déjà au Moyen-Âge. On le voit bien quand on regarde les loyers, par exemple, dans les immeubles, les plus pauvres se trouvant évidemment sous les combles, dans les galetas des soupentes. Alors, ce qui est vrai à Toulouse est aussi vrai à Paris. À vue d'œil, la concentration de la fortune se fait quand même très clairement en rive droite, qui est la rive en pleine expansion économique, la rive marchande. Mais vous voyez que dans la cité, il y a encore des paroisses comme les Arcis, par exemple, qui sont très riches. Et par contre, la rive gauche, la rive estudiantine, a un niveau social moins élevé, ce qui d'une certaine façon n'est pas étranger à la sociologie de la population de ce quartier, même si là encore tout ça mériterait d'être singulièrement nuancé. Alors, si on reprend la définition, vous vous souvenez qu'il était fait allusion justement à ces métiers dégradants, à ces métiers qui sont frappés d'infamie, regardés avec répulsion. Alors, faute de mieux, j'ai choisi l'image d'un boucher. Le boucher n'est pas un marginal au même titre que ceux que je vais évoquer maintenant, les vidangeurs ou les chasseurs de rats, bon, à l'évidence. Mais c'est quand même un métier qui, dans la mesure où justement il a à voir avec le sang, avec les chairs mortes, a toujours eu du mal à se faire une place au sein des sociétés urbaines et dont le déficit de reconnaissance est incontestable. Mais c'est vrai que les métiers qui sont encore plus clairement associés à l'impureté ou à la saleté, j'évoquais les vidangeurs, hein, qui jouent un rôle très important au Moyen-Âge, compte tenu de la nécessité d'évacuer les matières fécales de ces communautés urbaines, les écorcheurs de vilaines bêtes, comme on les appelle, qui tuent les innombrables rongeurs qui infestent la ville médiévale, les taupiers par exemple. Ça, ce sont vraiment des métiers particulièrement méprisés. Il y en a d'autres qui le sont, alors qu'ils ne jouissent évidemment pas du même mépris, de la même opprobre de la part de la population, sinon ils n'existeraient pas. Ce sont tous ces métiers de battleurs qui attirent des foules, comme le montreur d'ours que vous voyez ici, mais on aurait pu montrer évidemment aussi des musiciens ambulants, des jongleurs, des chanteurs et autres animateurs précisément de la rue médiévale, eux en tout cas suscitent la suspicion des autorités, que ce soit des autorités municipales, royales, plus encore de l'Église, puisqu'elle détourne les citadins à la fois de l'office, de la maison de Dieu et de l'atelier. Il faut aussi d'ailleurs ne pas oublier que ces spectacles plus ou moins improvisés, qui se multiplient sur les placettes des villes, attire évidemment un certain nombre de professionnels du crime qui profitent de l'inattention du public pour couper les bourses. Ce sont les vendangeurs, ou qui eux-mêmes entrent finalement dans le spectacle en exploitant la naïveté du public, et ce sont les cartomanciennes, les diseuses de bonne aventure, ceux qu'à la fin du Moyen-Âge on commence à appeler bohémiens ou égyptiennes ou égyptiens, puisque depuis le début du XVe siècle, il y a effectivement des communautés non négligeables de tziganes qui arrivent souvent via l'Empire, d'où le titre de bohémien, du Proche-Orient et plus particulièrement d'Égypte, et qui brouillent là aussi les frontières. Alors, dans cette
population turbulente, il faut évidemment faire une place particulière à la jeunesse estudiantine, dont le pourcentage est variable évidemment selon les villes, mais qui dans une ville comme Paris ou à Toulouse peut être particulièrement élevée. Elle est concentrée dans certains quartiers, elle rencontre en permanence, en particulier les étudiants S-Art, qui sont les plus jeunes, ceux qu'on pourrait comparer aux lycéens, de nombreux problèmes d'argent. La correspondance avec leur famille est un bon témoignage de ça. Rares sont ceux qui bénéficient d'une bourse ou qui sont logés et nourris par les collèges qui apparaissent à cette époque et qui ont précisément cette fonction. Donc, ils ont des problèmes de logement, ils ont des problèmes pour payer leurs maîtres, puisque ne l'oubliez pas, on paye les maîtres à la fin de chaque mois au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle les collectae, des problèmes pour s'inscrire aussi sur les matricules universitaires qui leur permettent de passer des examens, et puis le pire, c'est l'achat des livres qui est absolument ruineux. Et donc, d'ailleurs, en général, ils ne les achètent pas, ils se contentent de louer par cahier, par fascicule, les livres dont la lecture leur est imposée. Mais tout ça fait effectivement qu'ils mènent une vie extrêmement précaire. En plus, c'est une société masculine, jeune. C'est une société qui fréquente d'abondance les tavernes, qui est volontiers expiègle, pour ne pas dire en marge de l'ordre social, auquel elle rêve de s'intégrer, mais qu'elle dénonce avant précisément peut-être d'obtenir enfin une charge de chanoine ou une cure. Et donc, on les voit au cœur justement d'innombrables bagarres, d'innombrables rixes qui les opposent à la police royale, aux guerres royales. Ces étudiants bénéficiant, vous le savez, du statut de clerc qui leur permet d'échapper précisément à cette justice royale et d'être protégés par le tribunal de l'Église, le tribunal de l'officialité, qui est moins sévère à leur encontre que ne le serait la justice royale ou municipale. Et donc, ces étudiants qu'on retrouve régulièrement impliqués, je le disais, dans des bagarres, dans des viols, dans des actes délictueux de toute nature, qu'on appelle, comme pour les excuser, des momeries, souvent dans les procès-verbaux de la police quand elle les verbalise au sens propre, explique la méfiance avec laquelle la population urbaine les considère. Il y a une anecdote assez amusante. Dans les années 1430, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, veut créer une université dans les pays d'en deçà, c'est-à-dire dans les Pays-Bas, au sens large, et il voudrait que ce soit Bruxelles, donc qui a vocation à devenir capitale dans son esprit de l'ensemble très disparate qu'il gouverne. Et la population de Bruxelles, à ce moment-là, pétitionne contre justement l'ouverture de l'université parce qu'elle dit que c'est une atteinte aux bonnes mœurs, que les jeunes bruxelloises ne seront plus en sécurité. Et du coup, le duc fait marche arrière et c'est Louvain qui va accueillir l'université pour son plus grand profit d'ailleurs, puisqu'elle reste aujourd'hui la plus prestigieuse des universités belges. Alors, je ne sais pas s'il manque une image, mais elle viendra plus tard, et donc peut-être que les commentaires, je les associerai à l'image. J'évoquais la solitude de ces déracinés que sont les étudiants, leur misère sexuelle, entre guillemets, qui est celle d'une bonne partie de la jeunesse de cette époque. Il faut ne pas oublier que le Moyen-Âge connaît le mariage tardif, et quand on dit mariage tardif, c'est en plus particulièrement cruel pour les garçons, puisque l'écart entre les filles et les garçons est de l'ordre d'à peu près 8 ans, ce qui veut dire que les UNS piaffent d'impatience, qu'ils accumulent les frustrations, et donc c'est en particulier à destination de ce public que le Moyen-Âge, la ville médiévale, voit se multiplier les
paillardes montrant tétins, les femmes vénales, les prostituées, les mérétriquesses, comme on les appelle dans les textes latins, ou les ribaudes, qui sont nombreuses, près des auberges, près des étuves, des bains publics, qui se retrouvent quelquefois dans des rues spécialisées, mais qui bénéficient, on va peut-être s'arrêter, enfin, sur les trois documents tournent autour du sujet sans forcément l'aborder sous toutes ses dimensions. Vous vous doutez bien que l'iconographie aborde assez pudiquement et assez rarement finalement cette question. Ici, vous voyez les étuves, donc ces bains accompagnés par ces jeunes professionnels donc du sexe. Combien y en a-t-il? Un pourcentage non négligeable, difficile à évaluer, mais pour une ville comme Paris, Villon parle de 3000 filles qui font pécher de leur corps. Il en cite même un certain nombre, la grosse Margot, la grande Billette, la lingère du Palais, la Touchaille au dur téton, j'en passe et des meilleurs. 3000 pour Paris, c'est sans doute un ordre de grandeur acceptable. 3 à 5000, ce qui, vous voyez, n'est pas considérable, même si leur concentration dans certains quartiers en fait quand même un phénomène qui frappe les imaginations. Dans des villes comme Dijon, comme Strasbourg, comme Lyon, comme Châlons, on évalue à une centaine de prostituées, sans parler sans doute des occasionnels qui sont beaucoup plus difficiles évidemment à retrouver dans les archives. Qui sont-elles? Ce sont souvent des servantes qui ont été déshonorées, forcées, traînées, comme littéralement on le dit à l'époque pour rappeler justement les violences qu'elles ont subies. Ça peut être aussi des paysannes qui ont fui la campagne, peut-être d'ailleurs parce que justement elles-mêmes étaient frappées d'infamie et qui tombent sous la coupe d'un ruffian. Alors, dans une société aussi chrétienne, dans une société qui fait de la luxure un péché capital, on peut s'étonner de la présence de cette prostitution relativement massive. Il faut dire que les autorités, si elles condamnent évidemment l'amour vénal, si elles encouragent les prostituées à suivre la voie de la Madeleine et à se repentir, hésitent entre plusieurs attitudes. Elles peuvent évidemment interdire des règlements municipaux, des rois. Louis IX en particulier, Saint-Louis, dans une ordonnance célèbre en 1254, va essayer d'interdire la prostitution, en même temps d'ailleurs qu'il interdit les jeux de dés, ce qui montre une assimilation, vous le voyez, de ces différents plaisirs et ce rejet plus global, à un moment où, après la défaite de la croisade, il veut donner à sa royauté un caractère un peu pénitentiel. On peut interdire, mais c'est assez inefficace. Et donc, du coup, les autorités préfèrent encadrer. Elles préfèrent d'autant plus encadrer que finalement, il se trouve un certain nombre de théologiens, y compris de tout premier plan, comme saint Thomas d'Aquin, pour considérer finalement que la prostitution a le mérite de canaliser l'agressivité de ces jeunes que j'évoquais précédemment, de protéger la vertu des femmes honorables, et de sauver ce qui à ses yeux est le plus important, c'est-à-dire le sacrement du mariage. Et que donc il vaut mieux finalement la tolérer en l'encadrant, en l'ordonnant. Alors comment l'ordonner? Déjà en la limitant à quelques rues. Le même Saint-Louis, qui l'avait interdite en 1254, va ensuite préciser qu'elle sera malgré tout autorisée dans 8 rues parisiennes. C'est en gros ce que vous voyez ici. Ces Vals d'Amour qui sont les plus célèbres du Paris médiéval. Il y en a un qui est au cœur
J'y arriverai pas, hein. Tant pis, à vous de deviner sur l'image. Avec la légende, de toute façon, c'est pas trop dur. Il y en a un qui est au cœur de la cité, c'est le plus célèbre, le Val Glatigny. On parle des filles de Glatigny. On a tout compris quand on dit quelqu'un qu'il est de Glatigny au Moyen-Âge. Ça indique assez clairement de quoi elle vit. Sur la rive droite, la rue Chapon, la rue Thiron, des rues qui aujourd'hui ont des noms qui peuvent évoquer, mais de façon très indirecte, ces activités. Vous avez une petite rue charmante du Marais qui s'appelle la rue du Petit Musc. La rue du Petit Musc, au départ, c'était la rue de la pute qui muse, c'est-à-dire qui musarde. La rue Beaubourg, avant de s'appeler la rue Beaubourg, au XIXe siècle, s'appelait la rue Transnonain. Et la rue Transnonain, c'était la rue où on troussait les nonnes. Évidemment. À moins que ce soit d'ailleurs, parce qu'elle a porté les deux noms, la rue Trasputin, ce qui est encore plus explicite d'une certaine façon. Bien, donc vous en aviez comme ça tout un tas de rues où ces activités étaient concentrées. Vous aviez aussi des maisons, des bordelages, le mot est un mot Moyen-Âge, du Moyen-Âge, soit ces châteaux gaillards, comme on les appelait aussi, où ces maisons de fillettes étaient privées, soit, et là c'est encore plus extravagant, la municipalité elle-même, par ordonnance, en organisait le fonctionnement, en obligeant celle qui tenait maison, qu'on appelait souvent une abbesse, à prêter serment à la ville et à verser à celle-ci des taxes qui pouvaient être des ressources non négligeables pour celle-ci. En échange de quoi, elle s'engageait à ce que ces charmante jeune fille ne travaille pas à certains moments de l'année, au moment de la Passion, au moment de Carême, qu'elle n'accueille pas certains publics, ni les clercs, ni les juifs par exemple, et que donc le métier soit réglementé pour le plus grand bien de la communauté. Quant aux clercs eux-mêmes, ils n'hésitent pas, montrant en cela qu'ils reconnaissent l'existence de ce plus vieux métier du monde, comme on dit souvent, à faire des sermons ad status, comme on dit, c'est-à-dire particuliers pour justement ces prostituées, où on leur dit, par exemple, en chair, qu'elles peuvent exercer ce métier, mais qu'il ne faut pas qu'elles se mettent de fard, qu'il ne faut pas qu'elles portent de coiffe, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. C'est des arguments assez amusants et qui sont quelquefois repris donc dans ces sermons. Alors, on oublierait, on méconnaîtrait la pauvreté médiévale si on ignorait ou si on oubliait qu'il y a une part de pauvres qui sont des pauvres volontaires. Ces pauvres volontaires qui ont choisi de renoncer précisément à la richesse sont nombreux dans la ville médiévale. Il y a d'abord, et vous vous souvenez qu'ils apparaissaient dans la définition des marginaux, les pèlerins. J'insiste pas beaucoup dessus, ne serait-ce que parce que le cadre chronologique que j'ai choisi voit quand même les grands pèlerinages sensiblement reculer, mais malgré tout c'est une figure non négligeable, et là encore avec l'ambiguïté, pèlerin, faux pèlerin. Est-ce que quelqu'un que le guet arrête et qui dit mais je suis un pèlerin et pas simplement un simple errant, un simple miséreux, les distances n'étaient pas forcément évidentes. Il y a aussi, bien sûr, ceux que les textes appellent les pauperes Christi, les pauvres du Christ ou les pauvres de Dieu, c'est-à-dire ceux qui se sont retirés du monde, soit dans des communautés monastiques, soit dans des formes de réclusion volontaire encore plus brutales. Alors ici, vous voyez la reine Radégonde, c'est une image de ce phénomène qui entre en fait, elle entre dans un monastère, le monastère Sainte-Croix à Poitiers, mais la forme du monastère ici, l'absence de fenêtres en particulier, le fait qu'on est muré, ça se voit très clairement, la grande baie qui est sur la droite de l'enluminure, montre l'importance de ce phénomène des recluses volontaires, qui est un phénomène très étonnant. Au départ, c'est un phénomène plutôt masculin, la réclusion étant réservée à une petite élite de moines qui finalement vont jusqu'au bout de leur logique de solitude et de rupture avec le monde et qui aspirent indéniablement à une forme de martyr à travers cette forme de rupture absolue avec le monde, d'enfermement.
les gens qui ont vocation à la sainteté. Dans la ville médiévale, c'est un phénomène assez largement répandu, même si il ne faut pas non plus considérer que c'est un pourcentage très significatif de la population, mais il y en a en tout cas dans toutes les villes médiévales, de ces recluses. Les reclusoires se trouvent en général adossés aux murailles, près d'une église. Les reclus se retirent très solennellement au terme d'une cérémonie qui n'est pas sans évoquer justement une cérémonie funéraire, et elles communiquent avec le monde par une petite fenêtre, la fenestrelle, qui leur permet d'être nourries par la communauté, et elles prient pour le salut de la communauté. Alors, sont-elles volontaires ? C'est une grande question que les historiens... Officiellement, oui, bien sûr. Et de fait, ce sont quelquefois des veuves qui finalement choisissent cette forme de suicide social qui n'est pas étranger au fait que de toute façon, les veuves dans la société médiévale ont souvent vocation à être marginalisées. Mais il faut bien reconnaître que souvent, ces recluses sont quand même plus ou moins forcées d'entrer dans ces structures, et que le nombre relativement élevé de prostituées repenties qu'on retrouve précisément dans ces reclusoires en est la preuve. Mais en tout cas, elles vivent des aumônes que la population veut bien leur verser. Alors, sans que leur mode de vie soit aussi dur, loin s'en faut, vous avez, surtout à partir du XIIIe siècle, un certain nombre de dévots et de dévotes qui renoncent à leurs biens, font vœu de pauvreté ou vœu de conversion des mœurs, qui vaut en général vœu de pauvreté, et qui, tout en continuant à vivre à travailler dans le siècle, vivent à l'écart dans des petites maisons, dans des sortes de couvents, mais qui sont plus ouverts que les couvents féminins qui sont très fermés. Des historiens qui expliquaient le succès du réclusoire disaient que c'était peut-être dur le réclusoire, mais qu'à la limite, même si on était enfermé, on voyait plus de monde passer que quand on était dans l'isolement d'un couvent de moniales. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut expliquer malgré tout le succès de ces formules. Et ces béguins et ces béguines, elles, il en subsiste de très beaux, vous le savez, dans les villes flamandes, je vous ai montré un exemple ici, sont tolérées par l'Église, surtout quand elle peut les encadrer. À partir de la fin du XIIIe siècle, elle craint finalement que ces laïcs qui finalement aspirent à une voie personnelle vers Dieu et qui sont souvent des mystiques, tournent un petit peu le dos à la médiation de l'Église, et elle cherche à les encadrer quand elle ne condamne pas les expériences spirituelles les plus audacieuses ou les plus authentiques, comme ce fut le cas par exemple avec Marguerite Porrette. Mais ce qui est intéressant justement, pour terminer peut-être sur cette dimension, c'est de voir que à la fin du Moyen-Âge, et c'est le début déjà de ce qui va se retrouver plusieurs fois dans cette présentation, le raidissement qui se dessine justement à partir du XIVe siècle, à la fin du Moyen-Âge, on commence à se méfier finalement de ces expressions de la religion des laïcs, et elles sont souvent condamnées. Et vous avez un bel exemple que vous avez peut-être rencontré en cours, qui est celui de Pierre Valdez, qui était un marchand lyonnais qui a renoncé à la fin du XIIe siècle à tous ses biens, qui s'est mis à prêcher, qui a attiré des foules, que l'Église dans un premier temps a accueilli très favorablement, avant que la protestation de l'archevêque de Lyon et d'une partie du clergé de la ville, qui se vidait en quelque sorte de ses fidèles, parce que ceux-ci écoutaient la parole de Pierre Valdez et de ses compagnons les Vaudois, donc les condamne et ne le rejette, ces pauvres de Lyon, comme on les appelait, du côté de l'hérésie. Alors, le deuxième volet à aborder, et je le ferai rapidement, bien que j'ai beaucoup de documents là et que le thème est très riche,
il est important pour comprendre ce qui va être le cœur même de l'exposé, c'est-à-dire les violences urbaines, il est important de comprendre qu'il y a un regard sur la pauvreté et que ce regard évolue au cours de la période. Fondamentalement, dans la société médiévale, la pauvreté a une dimension évangélique. S'il y a des pauvres, c'est parce que Dieu l'a voulu et parce que la pauvreté est à la fois une épreuve pour celui qui l'a subie. C'est l'histoire de Job qui en est probablement la meilleure expression, mais c'est aussi une épreuve pour la communauté parce que finalement Dieu a voulu qu'il y ait des pauvres pour que chacun soit confronté quotidiennement au sens propre avec la question du rachat de ses péchés et de sa participation à travers l'aumône à l'œuvre de salut. L'aumône éteint les péchés, est-il écrit déjà dans la Bible, et c'est répété bien des fois. Alors vous avez ici une série de citations empruntées aussi bien à l'Ancien Testament qu'au Nouveau, qui renforcent encore plus nettement cette dimension et qui exaltent précisément cette pauvreté évangélique. Le Christ s'est fait pauvre pour vous afin de vous enrichir par sa pauvreté. Donc les pauvres sont les membres souffrants du Christ, comme on dit au Moyen-Âge. Et puis la dernière, qui montre la suspicion qui accompagne précisément la richesse et l'argent. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ça se traduit évidemment par des images très, très célèbres. Ici, vous en avez une qui pourrait être illustrée par 50 œuvres d'art au Moyen-Âge. C'est Lazare, le pauvre qui, vous le voyez, est en train de mourir, ou est peut-être déjà mort d'ailleurs, à la porte de la maison du riche, qui ne lui a pas ouvert sa porte, qui est en train de festoyer, lui, de faire bombance. Il n'y a qu'un chien qui est en train de lécher ses bubons, de lécher ses blessures, peut-être sa lèpre. Et il est sans doute mort dans le dénuement, mais selon la formule, les premiers seront les derniers. Un ange s'emploie à ouvrir le caveau et à s'emparer de son âme qu'on devine dans les bras d'Abraham, recueilli sur la gauche de ce relief de Moissac. Parmi les péchés capitaux, parmi le septénaire, les 7 péchés capitaux qu'on retient à la fin du Moyen-Âge, il y a une subtile hiérarchie qui se met en place et l'orgueil, qui au temps féodaux était le péché le plus grave, cède maintenant la place à l'avaritia. Ici, vous connaissez peut-être ce jugement dernier de Conque, le plus vieux tympan qui soit consacré justement à cette thématique. Vous voyez Belzébuth qui trône au cœur de l'enfer, et alors toute une série de coupables qui sont menés par des démons, des diablotins, tous plus laids les uns que les autres, pour subir leur peine. Et si vous voyez le chevalier, c'est assez amusant, qui est jeté à bas de son cheval et enfermé à son tour dans l'enfer. À côté de lui, vous voyez la femme pécheresse, la luxure, et de l'autre côté, l'avare, et l'avare qui meurt pendu avec autour du cou la bourse qui finalement va accélérer en quelque sorte ici son supplice. L'avarice au Moyen-Âge, c'est pas seulement dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui être grippe-sous, c'est plus largement un attachement excessif aux biens terrestres. Celui qui aime la vie la perdra, aime-t-on à répéter. Alors du coup, une économie du don se met en place qui évolue. C'est justement la question de la charité. Au Moyen-Âge, ce don passe par les monastères qui soignent, hébergent, accueillent les pauvres, qui considèrent que les pauvres sont les portiers du ciel, selon une formule connue, ou les concierges du paradis, et qui recueillent donc les richesses des laïcs et les redistribuent
aux pauvres, en échange évidemment des services spirituels, la messe, l'inhumation au cimetière, l'inscription aux nécrologes, c'est-à-dire les livres de mémoire sur lesquels sont inscrits tous ceux pour lesquels la communauté monastique s'engage à prier. Et une église comme Cluny, dont vous avez évidemment entendu parler, dont vous voyez ici le chevet tel qu'il apparaissait encore au XVIIe siècle, a bâti sa fortune, au propre et au figuré, sur ce cercle vertueux d'échange, en quelque sorte, qui la voit multiplier les distributions de nourriture, comme vous le voyez ici, l'aumône dans ses hôtelleries, aux pèlerins, aux malades et aux nécessiteux. En ville, finalement, cette caritas, elle est de la responsabilité des paroisses. Ce sont souvent des laïcs qui s'en chargent dans le cadre de la fabrique et qui tiennent des tables des pauvres ou des maisons de l'aumône, se chargeant précisément de redistribuer, non pas forcément à tous les pauvres. Là, il y a une subtile distinction qui n'est pas sans importance, mais aux pauvres matriculés, enregistrés, reconnus comme tels, c'est-à-dire ceux que la paroisse connaît et identifie. Il y a déjà là, évidemment, une forme d'exclusion qui touche en premier rang les pauvres errants, qui sont particulièrement nombreux. Alors, ici, vous voyez un célèbre fresque de Fra Angelico sur le même thème et qui montre que ces distributions d'aumônes dont se charge ici Saint-Laurent ont lieu à la porte des églises, selon d'ailleurs des circuits que dans leur fondation testamentaire, certains laïcs prévoient de façon extrêmement précise. Il y a une inflexion importante au XIIe siècle et qui s'accélère au siècle suivant, ce que des historiens ont appelé la révolution de la charité. C'est-à-dire que la bienfaisance des laïcs ne passe plus dorénavant par la médiation des grands monastères, elle se fait plus directement par le biais des œuvres de miséricorde. Et c'est lié au fait que l'Église va, au cours de cette époque, s'employer précisément à favoriser le fait que les laïcs s'impliquent plus personnellement, plus directement, plus individuellement dans l'œuvre de salut. Alors, les ordres mendiants vont jouer évidemment un très grand rôle dans cette évolution. Saint François lui-même étant évidemment un modèle à imiter, il a suivi nu le Christ nu et les mendiants non seulement vivaient eux-mêmes de la charité par définition, mais consacraient précisément une part non négligeable de leur activité aux pauvres. Oups. Même les rois étaient sensibles à ce discours nouveau. J'évoquais la royauté pénitentielle que Saint Louis avait voulu instaurer. Vous le voyez ici en train de laver les pieds d'un pauvre. Il se trouvait un certain nombre de ses conseillers. Ici, c'est difficile de penser que l'enlumineur a mis dans les gestes cette attitude, mais vous voyez qu'il y a une attitude un peu de surprise de ceux qui assistent à ce geste fort peu royal et qui, aux yeux de certains proches de Saint-Louis, dégradait d'une certaine façon la fonction royale et la souveraineté royale, mais auquel le roi se livrait extrêmement régulièrement, ce qui n'est pas étranger évidemment à sa rapide canonisation. Peut-être à Florence aurez-vous l'occasion de découvrir ce petit édicule, ce petit oratoire qui permet d'évoquer, mais je ne vais pas m'y attarder, l'activité des confréries pieuses, ces confréries dont une part non négligeable des activités consistait précisément à venir au secours des indigents, conformément précisément aux 7 œuvres de miséricorde empruntées à Matthieu. Il s'agit ici, vous voyez, d'aller au chevet des malades, il s'agit aussi de visiter les prisonniers, il s'agit de donner une sépulture à ceux qui n'en ont pas. Ce petit oratoire décoré d'un cycle de fresques évoque précisément l'ensemble de ces activités charitables et a été financé, comme énormément de choses à Florence, par Côme Médicis. Alors, plus concrètement, la charité se traduit par la multiplication des institutions d'assistance, de bienfaisance, charitable, évidemment, par définition, à commencer bien sûr
par les hospices et autres hôtels-dieux. Ici, vous voyez une salle d'hôpital florentine, entre guillemets, si tant est que l'enluminure se soit forcément inspirée d'un des exemples des hôpitaux florentins. Il y en avait une trentaine au début du XIVe siècle et on admet qu'ils hébergeaient à peu près 1 millier de malades. Ici, on a l'impression qu'il y a des médecins, qu'on soigne. En fait, il faut bien reconnaître que le plus souvent, ces hospices se contentent d'assister les mourants, de les accompagner finalement et ont vocation à les aider à bien mourir, c'est-à-dire avec les sacrements, même si le niveau de la médecine médiévale est très médiocre, et s'il y a des médecins, et ils sont finalement de plus en plus nombreux malgré tout au Moyen-Âge, ils sont surtout dans l'entourage des princes. Il est rare que ces institutions bénéficient d'un réel encadrement médical, mais en même temps, les soins élémentaires, l'hygiène, la meilleure alimentation font que ces hospices ont pu jouer un rôle très important. Le plus célèbre sans doute, le plus important, était l'Hôtel-Dieu à Paris, lequel pouvait accueillir jusqu'à 900 malades. Il comptait entre 400 et 600 lits. 900 malades pour 600 lits, on dirait que le compte n'y est pas, mais au Moyen-Âge, vous le voyez, l'image le montre, on pouvait accueillir jusqu'à 2 ou 3 malades par lit. Le personnel médical, les soignants appartenaient à des ordres religieux, à des fraternités hospitalières. Ici, ce sont des sœurs. L'image est assez amusante puisque vous le voyez que les 4 professes, qui sont identifiées d'ailleurs ici aux vertus cardinales, comme le montre l'inscription, sont accompagnées de toutes jeunes filles blanches, c'est-à-dire des novices, qui viennent apprendre les rudiments en quelque sorte de leur métier. Il reste aujourd'hui quelques exemples de ces hospices, rares à Paris. L'hospice des Billettes conserve son cloître du XVe siècle. Il se trouvait rive droite sur les marges du Marais, et ce couvent des Billettes, qui doit son nom au fait que les hospitaliers de Notre-Dame qui en étaient chargés avaient un scapulaire qui était ourlé, avait été construit, c'est une histoire très célèbre, sur la maison d'un juif qui avait proclamé une hostie sainte, profané, une hostie sainte, ce qui avait été un énorme scandale, ce qui avait donné lieu à un miracle qu'on appelle quelquefois le miracle des billettes, bien que le terme soit littéralement anachronique, et l'hospice avait été construit sur la maison de ce juif. Il y avait à Paris de très nombreuses institutions hospitalières, vous les voyez ici à travers l'espace, parmi les plus célèbres, je vais essayer de vous les montrer ici. Il y avait l'hôpital des 15-20 qui avait été fondé par Saint-Louis et qui accueillait 300 aveugles. L'Hôtel-Dieu était évidemment dans l'île de la Cité, pas tout à fait d'ailleurs à l'emplacement de l'édifice actuel. Mais je ne vous en dis pas plus, de même que je ne commande pas longuement cette image, parce que c'est plutôt une invitation à ce que vous alliez la découvrir à Florence, puisque cet hôpital Santa Maria della Scala, qui est aujourd'hui un magnifique musée, à Sienne, pardon, excusez-moi, à l'occasion de notre voyage florentin, se trouve juste en face de la cathédrale. C'est un très beau musée, et il y a un cycle de fresques qui illustre précisément ces activités caritatives, dont vous voyez ici sans doute la plus célèbre. Par contre, je voulais quand même vous montrer, parce que la générosité des laïcs est quelquefois à l'origine de remarquables édifices, le célèbre Hôtel-Dieu de Beaune, les hospices de Beaune, comme on les appelle aujourd'hui, qui avaient été fondés par le chancelier du duc de Bourgogne, Nicolas Rolin, et qui sont célèbres à la fois pour leur toit vernissé, que vous voyez ici, et par une collection d'œuvres d'art qui était dominée par un magnifique polyptyque. Alors, cette pauvreté, elle est encadrée, elle est aussi, et de plus en plus, perçue quelquefois comme une menace. Et c'est en particulier le cas, mais d'une certaine façon, ils ouvrent la voie de cette exclusion plus large qui va
s'étendre finalement à l'ensemble de ces gens de petit état, ce sont les lépreux. Bon, l'isolement des lépreux est ancien, il est déjà attesté dans l'Antiquité, mais c'est vrai que leur stigmatisation a été progressive. Pendant longtemps, les lépreux, c'est une maladie horrible, épouvantable, qui frappe l'imagination. C'est une maladie qui est faiblement contagieuse, et ça on le savait au Moyen-Âge, donc le risque de contamination est très faible. Les lépreux ont été longtemps accueillis dans les villes et accueillis dans des léproseries qui avaient vocation précisément à les aider, à les soigner. À partir du XIIe siècle, on commence à leur demander, c'est le Concile de la 33 qui l'impose de façon ferme, de porter des signes distinctifs, de se signaler quand ils arrivent à l'approche d'une ville ou d'un village. C'est ce que vous voyez ici avec la fameuse crécelle du lépreux. Et les léproseries sont dorénavant tenues en marge des villes. Elles sont nombreuses de fait. À Paris, vous en avez plus de 70, dont certaines sont très célèbres. La léproserie Saint-Lazare, par exemple, qui est évidemment maintenant en ville, mais qui était à l'extérieur de l'enceinte de Philippe Auguste, au nord, et un peu plus à l'ouest, l'hospice du Roule, Saint-Philippe-du-Roule, vous connaissez peut-être ce quartier et cette église, c'était deux grandes léproseries. Le paradoxe, c'est que finalement, ces léproseries, cette soixantaine de léproseries parisiennes, mais ce serait vrai aussi ailleurs, se sont multipliées au moment où il y a de moins en moins de lépreux, de fait, puisque la maladie régresse très sensiblement, et au moment où on cherche de plus en plus à les exclure et à les tenir à l'écart et à les enfermer définitivement. Et si on cherche à les enfermer définitivement, au point que entrer dans une léproserie est accompagné du glas funèbre et d'une procession solennelle assez comparable à celle qui accompagnait les mourants et les réclus, c'est parce que dans l'imaginaire collectif, le lépreux est de plus en plus assimilé à l'hérétique, à une menace pour l'ordre social, à quelqu'un qui est volontiers présenté quand il arrive quelque part comme la promesse de malheur qui menace la communauté. Au début du XIVe siècle, quand les difficultés économiques commencent à se multiplier, dans les villes du Midi, on accuse, il y a une rumeur qui se répand de ville en ville, on accuse les lépreux d'empoisonner les puits. Et en 1320-1321, dans certaines villes, comme Périgueux par exemple, les lépreux seront condamnés au bûcher, les autorités municipales jugeant que le seul moyen de désamorcer les haines collectives qui sont en train de menacer l'ordre public, c'est de sacrifier finalement quelques lépreux à la vindicte populaire. Donc il y a bien là un raidissement qui se dessine à cette époque et qui est un raidissement général à l'égard justement de toutes les formes de déviance. Le diable est partout à l'œuvre dans la ville. Il s'agit justement de le tenir à l'écart et c'est ce qu'on va aborder maintenant peut-être dans cette dernière partie en partant de cette belle fresque de Giotto qui montre précisément Saint François chassant les diables de la ville. La ville a beau être hérissée de tours, de clochers d'église, protégée par une enceinte, il n'empêche qu'elle est menacée, et menacée d'abord par, évidemment, cette violence endémique qui la caractérise. Alors, qu'est-ce qu'être violent au Moyen-Âge? La question ne va pas de soi. Et on se limitera ici aux formes de violence documentées, c'est-à-dire celles que justement la société juge comme un délit ou un crime. Déjà, il y a une chose amusante. Pour nous, les crimes les plus graves
ce sont les crimes de sang. C'est loin d'être le cas au Moyen-Âge. Et on est frappé de voir que la hiérarchie des peines, finalement, protège souvent, mais pas toujours, tout dépend de la catégorie des personnes, souvent plus les biens que les personnes. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que si on regarde les mots, et les mots sont quand même très importants, le mot de crime est un mot qui est très rarement utilisé, et en particulier qui est tout à fait étranger au vocabulaire juridique. Les tribunaux n'utilisent pas le mot crime parce que d'une certaine façon, en l'utilisant, ils se privent de la possibilité d'arriver à une peine qui réconcilie les parties et qui rétablisse la paix sociale. Ce qui fait que les juges parlent de vilains gestes, de vilaines choses, de vilains cas. Ils utilisent tout un tas comme ça d'expressions pour tourner autour du pot, si on peut dire. La deuxième remarque, c'est que, toujours en termes de vocabulaire, il y a une distinction très forte qui est faite entre l'homicide et le meurtre. L'homicide a très souvent droit à l'indulgence, parce qu'il est fils de la colère et pas de la haine, ce qu'est le meurtre, parce que ce qui l'a motivé est en général une atteinte à son honneur, à sa fama, à sa réputation. Et du coup, il est parfaitement légitime qu'on décide de le laver, de le venger, de réparer cette blessure d'honneur. Le meurtre, c'est tout à fait autre chose. Le meurtre, il est commis par surprise. Il est commis non pas directement, mais par des meurtriers, c'est-à-dire souvent des tueurs à gages, des mercenaires, souvent la nuit, et il n'entre pas dans cette logique, dans ce rituel vindicatoire qu'on a vu précédemment. Comment évaluer l'importance de la criminalité? On a très peu de sources, et en particulier très peu de sources policières. Les quelques registres d'écrous qui nous sont parvenus ne sont pas très significatifs et difficiles à manier. La grande source, passionnante en plus en tant que telle, c'est ce qu'on appelle les lettres de rémission. On en possède plus de 6000 et elles montrent que le roi, s'il est justicier, s'il punit, est aussi d'abord miséricordieux. Et que face justement à un homicide, il va volontiers, par sa grâce spéciale, c'est la formule qui ouvre en général la lettre de rémission, offrir son pardon au criminel, lui restituer sa renommée, pour peu que celui-ci, malgré tout, fasse amende honorable. On va y venir. C'est donc une source très importante, puisque cet acte de chancellerie est à la fois un acte religieux. Le roi, finalement, est quasiment un prêtre. C'est une forme d'absolution que la lettre de rémission qui est remise à un criminel, vous le voyez. C'est un acte judiciaire, puisqu'il reconnaît le crime, il le pénalise, mais pour mieux l'effacer précisément par la grâce offerte. Et puis c'est surtout un acte politique, puisque ça permet au souverain, finalement, de rappeler à tous que son autorité surplombante s'étend sur tout le royaume et qu'il est fontaine de justice, selon la formule des chartes et des chroniqueurs du Moyen-Âge. Alors, fort de cette source, on peut savoir, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les lettres de rémission, avant de pardonner, racontent et donc expliquent ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une source peut-être pas aussi passionnante qu'un roman policier, mais qui nous permet souvent de nous plonger dans la réalité de ces conflits et de ces crimes. Qui est impliqué dans ces violences? Eh bien là, la réponse des lettres de rémission est fascinante, parce qu'elle n'est pas celle des registres d'écrous. Tout le monde. C'est-à-dire que tous les groupes sociaux participent de cette violence collective. Les nobles,
certainement, et la noblesse est surreprésentée. Mais les clercs le sont aussi. Les artisans sont extrêmement présents, et pas spécialement les pauvres, loin s'en faut. Par contre, c'est une violence massivement masculine et où la jeunesse est aussi extrêmement présente. Donc, elle transcende les clivages sociaux. Tout le monde veut défendre son honneur, tout le monde veut défendre sa fama. L'honneur pour nous est associé à la noblesse, ça c'est surtout vrai au XVIIe siècle, c'est surtout vrai au moment où le duel est la forme résiduelle en quelque sorte de la vengeance d'honneur si répandue au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge c'est un fait collectif. Par contre, les lettres de rémission apportent beaucoup d'informations sur les circonstances de ces violences. Alors elles se produisent évidemment dans des temps particuliers, lors des fêtes, le dimanche, lors de carnaval, à chaque fois que la collectivité se réunit, que les esprits s'échauffent. Elles se produisent souvent dans des lieux publics, dans les tavernes, dans les rues chaudes de la ville, sur les terrains de jeu, comme le Pré-aux-Clercs à Paris. Le plus souvent en plein jour, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, parce qu'il s'agit que ce soit un acte public. S'il y a beaucoup de violence en ville, c'est moins parce que la ville est pousse au crime que parce que les gens des campagnes, c'est un peu l'image du western où on va s'entretuer sur la grande place du village devant tout le monde, les gens des campagnes viennent laver leur honneur en ville pour que ça ait plus d'éclat. Bien. Alors, bon, je passe sur cette image pour gagner un petit peu de temps. Est-ce que la ville, j'ai déjà un peu répondu, est-ce que la ville est particulièrement criminogène ? Il y a bien une violence urbaine spécifique dans certaines villes. Et il y a un cas particulier, fascinant, c'est Avignon. Avignon, qui est une très grosse ville à la fin du Moyen-Âge, puisqu'elle accueille la papauté, 30 000 habitants, est une ville... effectivement, où le degré de criminalité est extraordinaire. Il y a à peu près un habitant sur 15, d'après l'historien qui travaillait sur le sujet et dont est tirée cette étude, un habitant sur 15 qui, à un moment ou à un autre, s'est trouvé dans les prisons de la ville. Et on pend à tour de bras, pour parler simplement. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une ville où la surmasculinité, la jeunesse et l'instabilité sont particulièrement élevées. Surmasculinité parce qu'il y a une université, mais aussi parce qu'il y a d'innombrables clercs qui viennent à Avignon pour quémander du pape et des cardinaux une charge ecclésiastique. Et qui sont donc des jeunes clercs désargentés qui attendent ce qu'on appelle une grâce expectative qui leur permettra de revenir chez eux avec l'assurance de pouvoir jouir d'une cure ou d'une prébende de chanoines. Donc ils sont en attente, désœuvrés dans cette ville. Il y a en plus de très nombreux paysans des campagnes alentours qui descendent des Alpes de Provence, qui descendent vers Avignon, et qui constitue une population de gavots qu'on utilise sur les chantiers des maisons où se font construire les cardinaux, et qui, eux aussi, sont des déracinés. Et ajoutez à ça qu'il y a beaucoup de prélats, que qui dit beaucoup de prélats dit beaucoup de serviteurs, que chaque famille cardinalice a sa propre livrée. Le mot est d'ailleurs très intéressant parce que la livrée, c'est à la fois la maison, le palais, l'hôtel, mais c'est aussi bien sûr les vêtements distinctifs que portent ces serviteurs, et que tout ça, ça fait évidemment un milieu particulièrement prompt à s'enflammer, et les solidarités familiales, qui sont quand même des instances de paix très fortes au Moyen-Âge, ne jouent pratiquement aucun rôle dans cette ville. Alors on peut élargir un petit peu la réflexion. Dans les villes du Midi, il y a un facteur de violence particulier qui est la surreprésentation de la noblesse. L'image qu'on a de la noblesse, nous en France, c'est la noblesse châtelaine, c'est la noblesse qui vit sur ses terres, dans son château. Dans les villes du Midi, ça vaut évidemment pour l'Italie, mais ça vaut aussi pour les villes de Provence ou du Languedoc. Il y a une forte composante de population urbaine nobiliaire, de l'ordre de 20%, et les luttes entre factions sont particulièrement importantes. Ça se traduit d'ailleurs dans l'espace urbain de façon extrêmement parlante. Chaque grande
parentèle, chaque lignage nobiliaire a sa consorceria ou son albergo. Ici, vous voyez l'exemple à Gênes de l'albergo Grimaldi Spinola qui est tout à fait intéressant. C'est quoi l'albergo? C'est à la fois un terme générique pour désigner justement cette communauté d'habitat, c'est-à-dire le groupe qui l'occupe, et puis en même temps, c'est cette structure d'habitat. Structure d'habitat qui est constituée par tout un tas de maisons, donc occupées par les différents membres de cette famille élargie, autour d'une cour et d'un puits, d'une chapelle domestique, exactement comme le château a sa propre chapelle domestique, de rues qui sont en principe des rues publiques, mais qui sont largement privatisées. Vous ne pénétrez dans cette enceinte qu'avec l'accord évidemment des membres du groupe, et en particulier le soir, elles sont chaînées. Et évidemment, ce qui domine ce bloc d'habitation, eh bien, c'est une profusion de tours, chaque famille ayant ses tours, communiquant souvent par des passages aériens, ces tours qui, en cas justement de violence, en cas de conflit entre familles, sont autant de points de défense et de points d'attache du groupe. Alors, le brigandage nobiliaire, les rivalités entre ces grandes familles patriciennes, je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est au cœur là aussi de toute une législation prise par les villes pour essayer de tenir à l'écart en quelque sorte la communauté de ces violences, mais elle constitue une menace permanente. Là, vous voyez, bon, j'ai pas voulu vous montrer San Gimignano volontairement pour laisser la découverte. Ici, c'est l'exemple de Luc, mais San Gimignano aujourd'hui présente un profil urbain assez comparable. Il en subsiste dans quelques grandes villes, comme à Bologne. En France, la plupart de ces tours ont été rasées par le pouvoir royal au moment où la croisade albigeoise a permis justement à l'autorité royale de s'imposer avec force dans le Midi. Il en subsiste dans la toponymie quelque chose, les mirandes par exemple. Les mirandes, terme qu'on utilise beaucoup à Toulouse, ce sont les terrasses qui au départ permettaient au sommet de ces tours de dominer justement tout le quartier et jouaient le rôle, vous le voyez, de contrôle. Quand Louis VIII soumet Avignon, il fait raser 300 tours. Le chiffre est symbolique, mais il montre une volonté de mettre au pas la violence nobiliaire qui accompagnait en général l'existence de ces tours. Alors il y a d'autres moyens finalement d'éradiquer la violence, ou du moins de la canaliser, c'est l'existence de ce qu'on a appelé les abbayes de jeunesse, les sociétés joyeuses, les bachelleries, qui réunissent les jeunes et qui leur permettent, à des moments déterminés de l'année, c'est la fête des fous, c'est évidemment carnaval, ou dans des circonstances particulières, comme avec les charivaris, de s'exprimer et finalement de donner libre cours à cette volonté de s'emparer en quelque sorte de la rue et de l'espace urbain. Alors les charivaris, s'ils peuvent avoir un caractère souvent très politique, consistaient surtout, ici, j'ai plus beaucoup le temps pour détailler l'image, mais à faire ce qu'on appelle une conduite de bruit à l'égard de gens dont le comportement était jugé comme une menace à l'ordre social. Et en particulier, ce qui était visé, c'était les remariages de veuves. Quand une veuve se remariait, c'était un parti qui était perdu pour la communauté des célibataires. Et donc, on faisait un énorme charivari sous les fenêtres de la dite veuve. C'est pas exactement ce qui est représenté ici, mais ça y ressemble quand même par bien des côtés. C'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter un instant sur ces pratiques. Alors, les actes délictueux les plus nombreux sont des actes qui font couler le sang. C'est clair. En gros, selon les sources, ça représente 50 à 60%. Les voleurs représentent de 10 à 20%. Le compte n'y est peut-être pas pour vous, mais il y a encore 20%, 20 à 30% selon les chiffres qu'on retient. C'est des infractions nombreuses du type blasphème qui sont lourdement punies au Moyen-Âge. Les dettes, l'emprisonnement pour dette à la fin du Moyen-Âge a tendance à se développer beaucoup. Les infractions à diverses lois, comme les lois somptuaires par exemple. Le vol, un peu comme le crime, les archives le caractérisent rarement.
Les mots qui sont utilisés d'ailleurs, c'est moins vol que l'atrocinium, le larcin ou la robberie. Larcin et robberie ont en commun d'indiquer qu'il s'agit d'un vol avec violence. Le vol, c'est un mot amusant d'ailleurs. Vol, ça vient du latin furtum, c'est une dérivée du latin furtum, qui lui-même vient du grec et qui veut dire j'enlève, j'emporte. Et il n'est pas associé à la violence, justement. Le vol se fait subrepticement, par la ruse, souvent dans l'obscurité. Et l'image qu'on retient souvent, c'est le parallèle avec le vol des oiseaux de proie, hein, qui finalement tombent comme des rapaces sur leurs victimes. De même que la sociologie du crime est très ouverte, la sociologie du vol l'est tout autant. Toutes les catégories sociales, à un moment ou un autre, peuvent être impliquées dans un vol. C'est pas un monde de réprouvés particulièrement. Le cercle familial est d'ailleurs le cadre de la plupart des vols. Si des catégories sont représentées, ce sont par exemple les clercs. Il est vrai que les vols liturgiques sont des vols sacrilèges et sont donc particulièrement lourdement sanctionnés, mais on a d'innombrables exemples de curés qui se débarrassent d'une partie des objets du trésor de leur église, avec l'aide évidemment de receleurs qui en général sont les plus lourdement punis. Là encore, les femmes sont sous-représentées, 20%. Il est vrai que le Moyen-Âge, s'il peut être très sévère pour des vols qui touchent des biens de valeur, est par contre très laxiste sur les vols alimentaires. Le vol alimentaire est assimilé par certains théologiens, par certains canonistes, à une forme de charité forcée, qui, d'une certaine façon, appelle de la part de la société, au nom de la nécessité, une grande tolérance, qui fait que les menus larcins sont rarement sanctionnés. Et il est clair que les femmes devaient être surtout impliquées dans ce type de délit. Ici, vous voyez l'arrestation par un sergent d'un voleur. Vous voyez différents types d'ailleurs de vols. Les deux images supérieures vous montrent des professionnels du vol. D'un côté, quelqu'un qui est en train de tricher au jeu, probablement au dé, si j'interprète correctement l'image, dans une taverne. Le terme de tricher, d'ailleurs, est un terme médiéval, comme celui de béfleur. Hein, il désigne justement tous les gens qui trichent dans les jeux collectifs. Il y a les pipeurs de dés, sont célèbres. À côté, vous avez un bel exemple de ce qu'on appelle un blanc coulon qui, dans une taverne, vient partager le lit d'un simple voyageur et va le détrousser, situation assez classique. Et puis, sur l'image inférieure, vous voyez un sergent qui est en train d'attraper un voleur sur le fait. Alors, il y a peu d'images sur le vol, vous en doutez. Je vous montrerai dans un instant la répression, mais on peut s'arrêter sur la question des professionnels du crime. Bon, quand on pense au Moyen-Âge, on pense souvent justement aux bandes de voleurs assez larrons qui agissent qui forment comme des contre-sociétés, des royautés du crime ou des monarchies de l'ombre, comme on a dit. En fait, le phénomène est beaucoup moins important que l'imagination romantique ne le veut. La Cour des miracles, par exemple, c'est une invention du XVIIe siècle. Peut-être existait-elle à ce moment-là, et encore, c'est même pas certain. Mais au Moyen-Âge, il y a rien d'équivalent. Il n'y a pas de roi des ribauds dans la ville médiévale, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui effectivement vivent du crime et qui contribuent à cette mythologie. Ils ont leur langue. Alors vous avez en particulier, exemple amusant, des coquillards de Dijon. Les coquillards de Dijon sont bien connus, d'abord parce qu'ils ont eu droit à un procès collectif, au terme duquel une vingtaine d'entre eux ont été pendus, et puis parce que François Villon leur a consacré une série de ballades, preuve qu'il a dû fréquenter d'ailleurs cette communauté, ou en tout cas bien la connaître, des ballades en jargon. Et tous les termes que vous voyez là, qui sont une métalangue qui n'est pas sans faire penser aujourd'hui à certains langages qu'on
utilise, tous ces termes sont des termes qui précisément appartiennent à cette langue. Il y en a qui sont très répandus. L'envoyeur, bah oui, c'est celui qui vous envoie ad patres, celui qui vous envoie au-delà, et qui est le meurtrier. Le felouse, qui a donné le flouze dans le français, l'argot moderne, c'est la bourse. Et vous voyez qu'il y a des termes assez drôles. Blanchir la marine, le baladeur pour le beau parleur, ça c'est facile évidemment à retenir. Le planteur pour le faussaire, le vendangeur, je ne l'ai pas repris ici parce qu'il n'appartient pas spécialement au jargon de la coquille, mais c'est le coupeur de bourse, etc. Alors, c'est vrai que si ces professionnels du crime peuvent agir quelquefois assez impunément, assez longuement et frapper les esprits, c'est parce que les moyens de la police sont dérisoires. La police, c'est quelques centaines d'hommes dans une ville comme Paris. Paris, le guet royal, c'est au XVe siècle 440 sergents, sous l'autorité de 3 capitaines qui agissent depuis le Châtelet, là où la lieutenance de police est installée, et sous l'autorité du bailli, 220 guetteurs à cheval, 220 sergents à pied. C'est vraiment pas grand-chose. Et la ville fournit ses propres contingents. Le guet urbain, qu'on appelle selon les villes guet des métiers, parce que souvent les métiers sont réquisitionnés pour fournir leur lot de miliciens, ou guet bourgeois. Ils sont loin d'être très efficaces. On a de nombreux exemples qui montrent qu'en pleine nuit, le guet royal tombe sur des guetteurs, soit de l'archevêque dans une ville épiscopale, soit de la ville, les frappe, les moleste avant de découvrir que finalement ils font le même travail qu'eux. Mais il est vrai que les gens ne sortent pas la nuit au Moyen-Âge, et donc les gens qu'on rencontre la nuit, ça a de grandes chances d'être des criminels. Donc les moyens de la police sont effectivement très dérisoires. Alors, agir contre la violence, ce sera le dernier volet, s'il me reste un tout petit peu de temps, c'est pas évident. C'est pas évident déjà parce qu'il y a des justices concurrentes. Je passe vite sur cet aspect, mais il faut pas l'oublier. Il y a la justice épiscopale, il y a la justice seigneuriale, et il y a la justice royale. Si on s'en tient à l'essentiel, c'est-à-dire à la justice royale, qui est quand même de loin la plus importante à la fin du Moyen-Âge, la procédure auquel elle a recours est une procédure qu'on appelle inquisitoire, c'est-à-dire qu'elle a abandonné la procédure accusatoire qui était celle de la justice féodale, où une des deux parties accusait une autre d'un crime et, loin d'apporter les preuves, voulait prouver sa bonne foi, ou en tout cas sa fama par rapport à celle de l'autre partie, ce qui inévitablement débouchait sur une avalanche de serments que les deux parties prêtaient, et pour trancher, bien souvent, la fameuse ordalie, où on demandait à Dieu de se prononcer à travers toute une série d'épreuves, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Ces pratiques, comme le duel judiciaire bien sûr, ces pratiques ont disparu. La procédure inquisitoire, comme son nom l'indique, repose sur une enquête, au terme de l'enquête, l'aveu, forme de confession, du criminel. Alors on a beaucoup reproché à la justice médiévale d'utiliser dans le cadre de ces enquêtes la question. Et la question, vous le savez, ça veut dire qu'on torturait les gens jusqu'à ce qu'ils avouent. Ici, je vous montre non pas véritablement une question, puisque je n'ai pas trouvé d'image du chevalet, mais qui ressemble un petit peu à ça, une table sur laquelle on étirait les membres tout en éviscérant le prévenu de façon à ce qu'on puisse prolonger le supplice plus longtemps. Il y avait la roue, bien sûr, je crois que j'ai mis juste après le supplice de la roue, qui ici est associé aux martyrs de saints de l'Antiquité. Ces pratiques qui frappent l'imagination, qui ont donné lieu à d'innombrables musées dans toutes les grandes villes d'Europe aujourd'hui, étaient très peu répandues en fait. Il l'était pour les procès en hérésie, mais ce n'est pas mon propos de les évoquer, mais pour la justice criminelle, on se contentait en général de la menace.
apparemment, ce qui était très efficace, c'est ce qui était appelé la question préparatoire. C'est-à-dire vous installiez dans la salle des tortures le prévenu et vous le laissiez mijoter pendant 24 heures au milieu des instruments de torture, et quand vous reveniez, en général, vous obteniez les réponses que vous attendiez. La menace suffisait. Mais tous les délits ne justifiaient pas, étant donné que souvent on avait des preuves, et que c'est quand même la preuve qui était mise en avant dans cette justice beaucoup plus moderne qu'on ne le croit, tous les délits ne justifiaient pas donc d'avoir recours à ces pratiques, loin de là. En gros, c'était à peu près 4% des délits où on avait recours à la question, et sur ces 4%, un pourcentage encore beaucoup plus faible de réel recours à la torture. Par contre, ce qui nous intéresse maintenant, une fois qu'on admet donc que la condamnation, la prison. La prison, elle est exceptionnelle. Prison préventive, quelquefois, quelques jours, mais les peines de prison sont rarissimes. Avignon fait l'exception, mais justement Avignon est atypique pour les raisons que je vous ai expliquées, et les clercs en général, sauf à être livrés à la justice laïque, mais sont protégés, c'est la règle, par justement leur tonsure, et ne peuvent pas être condamnés à mort. Ici, vous voyez un roi qui punit, mais c'est métaphoriquement, dans les faits, ça n'avait pas lieu. Pourquoi ? D'abord parce que les prisons qui existaient étaient très poreuses, on y entrait, on y sortait très facilement, les moyens dont manquait la police, les geôles manquaient de façon encore plus nette, que l'entretien des prisons coûtait très cher, et que d'ailleurs, la loi prévoyait que les frais d'emprisonnement revenaient à la partie adverse. Ce qui fait que les cas d'emprisonnement les plus nombreux étaient emprisonnement pour dette, mais que c'était une sorte de bras de fer délicat entre le créancier et le débiteur, puisqu'au bout d'un certain temps, le créancier dépensait plus d'argent à maintenir en prison son débiteur que finalement à fermer les yeux sur la dette impayée. Donc la prison est marginale. En fait, dans la justice laïque, la peine la plus fréquente, c'est l'amende. 70% des cas, y compris quand le sang a coulé, y compris quand il y a eu homicide. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut bien que vous compreniez que cette justice vise avant tout le maintien de l'ordre. Elle vise avant tout le rétablissement de la paix que le crime a perturbé. La question de la vérité est une question finalement secondaire par rapport justement à cette exigence-là. Et donc, la plupart des jugements, des sentences qui sont rendues, sont ce qu'on appelle des sentences interlocutoires, où finalement le juge ne donne pas raison à une des parties, mais finalement les amène à s'entendre. Et à s'entendre sur une amende qui est en règle générale à la fois honorable et profitable. L'amende honorable, c'est très important, parce que c'est ce qui va réparer l'honneur. Ça va être des messes, ça va être une chapelle expiatoire, ça va être, s'il y a eu meurtre, l'érection à l'endroit du meurtre d'une croix votive. C'est tous ces signes qui montreront effectivement que la partie reconnaît son crime. L'amende profitable, c'est pas la peine de vous dire effectivement que c'est le prix littéralement du sang. Alors, il y a aussi le bannissement. Le bannissement, il est fréquent quand en particulier le conflit oppose au-delà des personnes leur famille, et que le bannissement est le moyen d'éteindre la vengeance de la famille. Là, vous voyez une proclamation de bannissement. Elle est souvent accompagnée, en particulier dans les villes flamandes, et c'est le cas ici, de la destruction des biens ou de la confiscation des biens de celui qui a été banni. Le bannissement est rarement définitif, c'est en général 10 ans, au terme duquel on admet que d'une certaine façon le droit à la vengeance s'est éteint. Il y a aussi, et c'est évidemment très important, les peines infamantes. La peine se doit d'être exemplaire, et la politique judiciaire est une politique de l'effroi qui vise à frapper les communautés. De ce point de vue, le plus fréquent, c'est l'exposition au pilori. L'exposition au pilori a lieu le jour du marché, sur une place de la ville. Le condamné est soumis, comme vous le voyez ici, au colibet, et même un peu plus ici, puisqu'on lui jette probablement des œufs, et on l'insulte.
Qui est-il? On le sait, les gens le voient parce qu'il a suspendu autour du cou, sur la tête, accroché sur une pancarte, le délit dont il est coupable. Alors ça va être le commerçant indélicat, l'artisan qui vend de la mauvaise marchandise, ça va être le blasphémateur, ça va être évidemment les voleurs, quand du moins leur crime n'est pas trop grave et quand ils ne sont pas récidivistes. C'est en général assez efficace. Il peut arriver qu'on fustige, c'est-à-dire qu'on bastonne publiquement. Uniquement les hommes. Les femmes ne peuvent être bastonnées que secrètement. Les flétrissures. Là, c'est évidemment nettement plus désagréable et plus grave. Les flétrissures, c'est pour les criminels endurcis, c'est pour les récidivistes. On les marque, ce qui est aussi une façon très, très adroite de leur infliger une sorte de casier judiciaire au vu et au su de tout le monde. Alors il y a les marques sur le front, vous le voyez ici, il y a les marques sur l'oreille. L'oreille, c'est très bien l'oreille parce que l'essorissage, comme on dit, peut être fait par étapes. C'est-à-dire que à la première récidive, vous allez faire une encoche et puis ensuite vous sectionnerez une partie de l'oreille et puis ensuite vous enlèverez toute l'oreille. Cette graduation est assez classique. Vous pouvez percer l'oreille. Par exemple, le blasphémateur récidiviste, on lui perce la langue. Pardon, pas l'oreille, la langue, voulais-je dire. Bon. Les amputations, vous avez ici un exemple, évidemment, pour les voleurs récidivistes. C'est terrible, mais évidemment, il y a pire. Les gens de potence, ceux qui sont vraiment les criminels endurcis, ceux que sont sans foi ni loi, eh bien, la mort. C'est un pourcentage faible, mais c'est vrai que ces cérémonies, là encore, toujours parce que la publicité, finalement, de la réparation efface en quelque sorte le crime, sont spectaculaires. La pendaison est la plus fréquente. Elle concerne à la fois les homicides simples, ceux qui du moins ne bénéficient pas de la grâce royale ou d'un accord entre parties, et puis les voleurs récidivistes qui subissent en quelque sorte le sort de Judas. Les faux monnayeurs sont bouillis. Il n'est pas sûr que cette pratique ait été très fréquente, mais elle est en tout cas documentée aussi bien par les chapiteaux, par les tympans, que, ici vous le voyez, par ce coutumier qui est un recueil juridique. La décapitation frappe évidemment les crimes jugés les plus graves, ou en tout cas parmi les plus graves, puisqu'il y a aussi évidemment le bûcher sur lequel je reviendrai dans un instant. Pas forcément les nobles, mais en tout cas les crimes qui sont attentatoires à l'autorité royale, les crimes de lèse-majesté. Or, à la fin du Moyen-Âge, dans les expressions de la montée en puissance de la souveraineté royale, il y a le fait que de plus en plus de gens sont sous la sauvegarde du roi, et que attenter à ces gens, c'est attenter à la personne du roi, et c'est un crime de lèse-majesté. D'où l'importance de la décapitation pour ce type de crime. Et puis vous avez bien sûr les bûchers pour les hérétiques, comme le montre cette belle enluminure de Fouquet, qui est d'autant plus intéressante pour nous que, outre qu'elle montre des hérétiques, les disciples d'Amaury de Bène qui ont été livrés aux flammes au début du XIIIe siècle, elle nous donne une belle idée du panorama urbain, non pas à l'époque de Philippe II, c'est-à-dire le roi qui est représenté ici, mais 2 siècles plus tard, quand vit Fouquet, vous avez la Bastille. La vue est prise un petit peu à l'extérieur de Paris, au nord-est de Paris. Donc, si on veut retrouver les monuments, vous avez ici donc, j'espère y arriver. Non. Enfin, vous arrivez. Oui, autant rester sur le précédent. Ici, donc, de droite à gauche, l'énorme bloc de la Bastille. Puis, vous avez la tour du Temple. Et puis, sur une colline, le fameux gibet de Montfaucon, où les condamnés étaient exposés pendant une année, et par contre, à l'opposé, dans un raccourci qui montre que le pouvoir royal encadre vraiment la justice,
vous avez le palais du Louvre avec l'architecture très caractéristique autour de la grosse tour de Charles V de cette époque. Alors je passe sur l'écartèlement que j'aurais dû mettre avant d'ailleurs et associé à la décapitation pour conclure. Je m'excuse si j'étais un petit peu long, mais vous voyez que le sujet était quand même très riche. Il y a un tournant à la fin du XIVe siècle, clairement du XVe siècle. La société se ferme, le pouvoir se fait de plus en plus coercitif à l'égard de toutes les formes de déviance. La crainte du pauvre, par exemple. Les pauvres maintenant ne sont... Bon, on en entretient toujours, certes, mais ce sont souvent des chiffres symboliques. On a ces pauvres, ces bons pauvres. Les autres, on les oblige à porter des insignes, on les expulse de la ville, on adopte des règlements de plus en plus contraignants. Le premier à l'avoir fait, c'est le roi Philippe le Bon, Jean le Bon, excusez-moi, en 1351, dans une ordonnance qui dit clairement les pauvres que le guet royal arrête, ils ont 3 jours ou pour quitter la ville ou pour se mettre au travail. Et des ordonnances municipales précisent qu'ils seront pendus si justement ils n'appliquent pas cet arrêt royal. C'est-à-dire que la punition se substitue clairement à la charité. Au XVe siècle, Philippe le Bon adopte lui aussi un édit qui massivement criminalise les pauvres du duché de Bourgogne. Et à peu près à la même époque, le célèbre marchand Jacques Coeur utilise pour ses galets, pour ses bateaux à rames qui sont des formes de galères à voile, mais qui utilisent toujours des rameurs, utilise justement des pauvres qui sont prélevés dans les villes du Midi, qui sont enlevés dans les villes du Midi et condamnés à la chiourme, c'est-à-dire qu'ils deviennent galériens, pratiques qui, vous le savez, dans la ville moderne vont devenir extrêmement répandues. De la même façon, la prostitution est plus nettement contrôlée. Les bordelages, comme on disait, deviennent des maisons fermées, des maisons closes, et les conditions d'exercice de cette profession sont de plus en plus encadrées, ce qui va en 1560 déboucher sur un édit royal qui cette fois proscrit du royaume la prostitution, au moment même d'ailleurs où la papauté interdit d'ensevelir en terre chrétienne les prostituées. Quant aux violences que je viens d'évoquer, là aussi l'idéologie sécuritaire l'emporte. La liste des crimes qui sont impardonnables au sens juridique du terme, c'est-à-dire irrémissible, sur lequel le roi ne peut pas faire valoir sa grâce, s'élargit. L'homicide, par exemple, avec préméditation, tout type de viol, tout ça entre justement dans les crimes irrémissibles. Et vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le droit de remontrance, que le Parlement avait pour s'opposer à l'application d'un arrêt royal. Peu de gens savent que le droit de remontrance s'est d'abord exercé dans ce domaine, parce que les parlementaires, c'est les bourgeois, ils ne veulent pas qu'il y ait de violence dans la ville, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de cette violence. Le roi, il est plus tolérant. Il est plus tolérant parce qu'il sait justement qu'il y a derrière ces blessures d'honneur, et que ces blessures d'honneur peuvent justifier une réparation dans un certain nombre de cas. Et régulièrement, des lettres de rémission de la chancellerie sont bloquées parce qu'elles ne sont pas enregistrées par le Parlement qui refuse précisément la mansuétude et la miséricorde royale. Donc il y a un durcissement que vous retrouvez évidemment avec l'expulsion des Juifs, que vous retrouvez avec la criminalisation de la sorcellerie. Dorénavant, on pense effectivement qu'avant, les sorcières étaient des femmes qui avaient l'esprit perdu. Maintenant, elles deviennent vraiment inspirées par le démon et donc elles sont livrées aux flammes. Donc, le contrôle social se renforce et en se renforçant, il contribue par cette logique d'exclusion et de persécution à la construction de l'Église et de l'État. Ce qui veut dire que la violence des marges n'est plus tolérée. Et en même temps, ça veut dire que la violence devient de plus en plus une violence d'État. C'est la grande caractéristique des temps modernes qui voient se légaliser en quelque sorte l'usage de la violence. Mais elle ne disparaît pas jusqu'à nos jours, vous le savez bien. Voilà.